INA Podcast. Salut, c'est Théophile Cossa de l'INA. Bienvenue dans Le Temps de l'Actu, votre podcast pour comprendre le présent. C'est vraiment le début, vous savez. Il y a tellement de gens dans le monde qui peuvent se servir de Facebook. Des centaines de millions, peut-être même plus d'1 milliard. Je ne sais pas si un jour on aura toute l'humanité sur notre réseau, mais je pense qu'obtenir quelques centaines de millions d'utilisateurs en plus est mon prochain objectif. C'était en 2008. Mark Zuckerberg, 24 ans, rêvait à l'avenir de son jeune réseau social. 17 ans plus tard, force est de constater que l'objectif est largement tenu. 3 milliards d'utilisateurs actifs par mois. Facebook est devenu incontournable. Alors, quand Mark Zuckerberg annonce le 7 janvier dernier qu'il compte mettre fin au fact-checking mis en place par Facebook pour lutter contre les fake news et qu'il souhaite assouplir les règles de modération, forcément, ça fait grand bruit. Surtout à quelques jours de l'investiture de Donald Trump, certains y voient un geste évident pour s'attirer les faveurs du nouveau président. Alors à quoi s'attendre ? Nos réseaux sociaux vont-ils radicalement changer ? Les géants de la tech américaine sont-ils désormais aux ordres et à la botte de Donald Trump ? On en parle avec vous, Romain Badoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Panthéon-Assas, spécialiste des réseaux sociaux et leur régulation. Et vous, Christine Cardellan, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste aux Échos et écrivaine. Votre dernier livre, Ces milliardaires plus forts que les États, est publié aux éditions de l'Observatoire. L'un et l'autre, ça vous a surpris, cette annonce de Mark Zuckerberg, Christine Cardellan ? Ah oui, ça m'a énormément surprise parce que ces derniers temps, c'était plutôt les actes de contrition de Mark Zuckerberg expliquant qu'effectivement, il n'y avait pas assez de modération, que le réseau était allé trop loin. On avait le sentiment qu'il était très sincère, enfin je blague qu'à moitié, en montrant patte blanche dans le sens plus de régulation, plus de surveillance et un réseau épuré. Romain Badoir ? D'abord surpris parce qu'effectivement, Meta, c'était le bon élève de la régulation. Et puis après, en regardant un peu plus les faits, effectivement, Zuckerberg a beaucoup d'intérêt à s'allier à Trump et à faire ce revirement stratégique pour protéger ses intérêts. On va approfondir avec vous deux, mais d'abord, on commence comme chaque semaine par un récit en archive. Et puis on vous retrouve Christine Cardellan et Romain Badoir juste après. Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le Temps de l'Actu. Allez, on remonte le temps. Direction 2007. Souvenez-vous, le phénomène Facebook arrivait en France. Facebook, 8 petites lettres synonymes de révolution. Plus de 50 millions d'utilisateurs à travers le monde, c'est clair. Ce site gratuit connaît un succès exponentiel. D'abord, vous devez créer un profil en clair, c'est votre fiche de renseignement. Nom, prénom, âge, profession, loisir. Libre à vous de tout dire ou de tout cacher. Ensuite, vous pouvez étendre votre réseau et pour retrouver des amis, un petit clic suffit. Oui, on peut le dire, une révolution qui allait changer considérablement notre usage d'Internet. Très vite, le réseau social devient immensément populaire, comme le nom de son fondateur, Mark Zuckerberg. Les chiffres grimpent à une vitesse folle. En 2008, ce sont, tenez-vous bien, 200 000 nouveaux inscrits par jour. Une croissance délirante, des profits aussi. En 2012, Facebook rachète le réseau social Instagram pour $1 milliard. Quelques semaines plus tard, l'entreprise entre en bourse. À 28 ans, Mark Zuckerberg, star de la Silicon Valley, bat un nouveau record. À 104 milliards de dollars, Facebook est la plus grosse introduction en bourse depuis la création d'Internet. Le réseau social, créé il y a 8 ans, rassemble aujourd'hui 900 millions de personnes sur la planète. Et l'appétit de Facebook ne s'arrête pas là. Début 2014, c'est au tour de l'application WhatsApp d'être achetée pour la somme folle de 22 milliards de dollars. La puissance du groupe devient vertigineuse. Pourtant, à partir de 2016, certaines actus viennent ternir l'expansion du groupe. Il y a d'abord la prolifération des contenus haineux. France 2 en parlait dans son JT à l'époque. Écoutez. Sur les réseaux sociaux, on en trouve partout. Des commentaires antisémites, homophobes ou racistes.
En théorie, ces contenus sont interdits et supprimés par les plateformes. Mais selon les utilisateurs, il y en a de plus en plus. Et puis il y a aussi la prolifération des fameuses fake news. Les premiers pas de l'homme sur la Lune, le 11 septembre, les attentats contre Charlie Hebdo. Pour certains, ce sont des complots, des mises en scène. Ces théories tournent en boucle sur Internet et les réseaux sociaux et sont partagées des milliers de fois par les jeunes. S'il y a quelqu'un qui publie une vidéo et qu'elle a été partagée des millions de vues ou elle a été likée plusieurs fois, nous, on va plus y croire. Je regarde beaucoup des vidéos comme ça sur Internet, mais souvent, j'ai pas trop d'avis parce que j'ai pas vraiment de preuves. Mais si on me disait que c'était vrai, j'y crois. Je vais y croire. Pointé pour sa responsabilité dans la prolifération de ce type de contenu, les messages haineux, les fake news, Facebook, à l'époque, réagit et investit. Écoutez à ce sujet le patron en France de Facebook, Laurent Soli. C'était au micro de France Inter en avril 2017. Dans le monde, il y a plus d'1,8 milliard de personnes qui utilisent Facebook. C'est une grande responsabilité. Et ce type de contenu n'a rien à faire sur Facebook. D'abord, nous avons des équipes, des centaines de personnes partout dans le monde qui, 24 heures sur 24, travaillent et gèrent la modération. Ce sont des efforts considérables parce que c'est une priorité pour l'entreprise. Certes, mais pas suffisant pour se racheter une image, car un nouveau scandale ne va pas tarder à éclater. Nous sommes en avril 2018. Cette fois, le multimilliardaire a troqué son t-shirt pour un costume sombre. Le jeune homme de 33 ans a dû s'expliquer sur la fuite des données personnelles de 87 millions d'utilisateurs vers une entreprise qui a soutenu la campagne de Donald Trump. Il a commencé par un mea culpa. Nous n'avons pas pris la mesure de nos responsabilités. Et c'était une grosse erreur. C'était mon erreur et j'en suis désolé. Ce scandale, c'est le scandale Cambridge Analytica, une entreprise accusée d'avoir exploité des données issues de Facebook pour manipuler l'opinion pendant la présidentielle américaine de 2016. Mark Zuckerberg sera contraint de s'expliquer devant le Congrès. Facebook écopera d'une amende de 5 milliards de dollars. Pourtant, on ne peut pas dire qu'à l'époque, Mark Zuckerberg soit un fervent partisan de Trump. En réalité, c'est la guerre avec le milliardaire qui ne manque pas une occasion de pointer la soi-disant partialité des géants de la tech, taxés d'être plus démocrates que conservateurs. Écoutez Donald Trump, c'était en 2018. Google, Twitter et Facebook naviguent vraiment en eau très trouble. Et il doit faire attention, c'est injuste pour une grande partie de la population. Donald Trump sera d'ailleurs banni de Facebook en janvier 2021, à la suite de l'invasion du Capitole. Alors que s'est-il passé depuis ? En 2021, Facebook prend le nom de Meta. En 2022, le groupe a des soucis. Il doit licencier 11 000 salariés, en cause des investissements trop importants, des résultats financiers décevants et une baisse du nombre d'utilisateurs. En novembre 2024, Trump est réélu président des États-Unis. Et le 7 janvier dernier, Mark Zuckerberg annonce un virage à 180 degrés. Meta va se séparer de ses fact-checkers qui luttent contre les fake news sur Facebook et Instagram et va assouplir ses règles de modération, exactement comme l'avait fait Elon Musk avec le réseau social Twitter, c'était en 2022. De quoi, évidemment, satisfaire le nouveau président Trump qui a applaudi cette décision. Mais alors, pourquoi ce revirement ? Qu'est-ce qu'a Mark Zuckerberg derrière la tête ? Est-ce une allégeance déclarée au camp trumpiste ? Et si oui, à quoi doit-on s'attendre ? On en parle avec vous, Christine Cardellan, et vous, Romain Badouard. Déjà, pour commencer, qu'est-ce qui vous inspire, ce récit ? Romain Badouard ? Ce que ça m'inspire, c'est, on dit souvent que les firmes de la Silicon Valley marchent sur deux jambes, une jambe libérale, une jambe libertaire. Et ce que votre récit met bien en lumière, c'est la manière dont toutes ces entreprises qui se donnaient elles-mêmes une mission sociale de connecter le monde, de protéger, de diffuser l'information, de rendre le monde plus inclusif, plus démocratique, ce qui était leur côté libertaire, en fait, à partir du moment où elles deviennent les entreprises parmi les plus riches du monde, ce côté libertaire disparaît très rapidement au
profit du côté libéral sur le plan économique qui est protéger ses profits, tout simplement. Alors, pour qu'on comprenne bien la situation et les annonces de Mark Zuckerberg, Meta, maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, a donc annoncé mettre fin à son programme de fact-checking aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on peut expliquer concrètement ? Alors, après la première élection de Donald Trump en 2016, Facebook a mis en place des partenariats avec des rédactions qui faisaient du fact-checking, donc la vérification des faits. Donc très concrètement, Facebook embauchait en rédaction des journalistes qui allaient vérifier les informations en circulation et les évaluer afin de jouer sur la visibilité des informations qui n'étaient pas fiables, c'est-à-dire que les informations jugées non fiables étaient rendues moins visibles que les autres. Mais il a annoncé ça, Zuckerberg, mais il a aussi annoncé d'autres choses. Il a annoncé assouplir les règles de modération concernant les identités de genre ou les origines ethniques. Il a annoncé que les discours de haine ne seraient plus modérés automatiquement par l'intelligence artificielle. Tout un ensemble de mesures qui montrent qu'il risque d'y avoir moins de modération sur la plateforme et donc plus de discours haineux et donc plus de désinformation. Tout ça, pour l'instant, c'est aux États-Unis. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça arrive en Europe prochainement ? Christine Kerdeland ? Alors théoriquement non, puisque l'Europe s'est dotée du DSA, Digital Services Act, qui est censé empêcher les plateformes de faire absolument n'importe quoi et qui les oblige à réguler, à réglementer, à éviter les discours haineux, etc. Toutes les choses qui vont à nouveau fleurir aux États-Unis, théoriquement, ne devraient pas fleurir en Europe. Mais on a le sentiment que l'Europe est déjà en train de faire un peu machine arrière. D'abord Thierry Breton qui avait mis en place le DSA, et donc ces règlements qui permettaient de réguler un peu les plateformes. Est parti de la Commission, puisque Ursula von der Leyen ne s'entendait pas avec lui et a laissé entendre que justement sa bagarre avec les grands géants du net allait porter atteinte aux relations transatlantiques. Et puis, elle a même annoncé que les enquêtes contre Meta, contre Apple et contre X étaient suspendues pour l'instant. Les enquêtes qui auraient pu amener à des amendes jusqu'à 6% du chiffre d'affaires de ces entreprises parce qu'elles n'auraient pas fait justement ce travail que leur demande le DSA. Donc on a l'impression que déjà, l'Europe est en train de reculer. Et on a l'impression que c'est un virage à 180 degrés sur ce sujet. Alors on l'a mentionné pour les États-Unis, mais j'aimerais qu'on écoute Laurent Soli, qui est toujours le patron de Meta en France. Il parlait justement des actions de Facebook en faveur du fact-checking en 2017 au micro de France Inter. On l'écoute. Nous avons en effet aujourd'hui un rôle dans la façon dont les gens s'informent. Et nous pensons qu'il est de notre devoir de travailler avec beaucoup de partenaires pour faire en sorte que ces informations puissent être vraies et vérifiées. Et nous avons donc annoncé un partenariat il y a désormais un mois avec 8 grands médias français. Parce que nous pensons qu'il n'est pas de notre rôle d'être les arbitres de la vérité. C'est ce que vous disiez, Romain Badouard, ce partenariat avec des grands médias aux États-Unis, en France. C'est intéressant ce qu'il dit Laurent Soli. Nous ne voulons pas être les arbitres de la vérité. Les paradigmes ont changé, on revient sur ce point ? Alors non, mais c'est vrai que ce partenariat, il était pratique pour Facebook parce que il leur permettait de déléguer la décision concernant la véracité ou la fiabilité d'une information. C'est-à-dire, c'était pas les modérateurs de Facebook qui décidaient, c'était des journalistes, des professionnels de l'information qui étaient capables d'évaluer cette fiabilité. Alors pour autant, ça a toujours posé problème à Mark Zuckerberg et à Facebook, ce programme, parce que c'est pas tellement dans l'esprit des communautés web, de l'autogestion, etc. Et très rapidement, aux États-Unis, mais aussi en France, les mouvements de l'alt-right ou de l'extrême droite en France ont accusé que derrière ces partenariats, Facebook de mettre en place une forme de censure politique en mettant en avant une supposée prise de position des journalistes fact-checkers qui, par ailleurs, n'a jamais été prouvée, en tout cas dans les faits. Donc aujourd'hui, pour qu'on comprenne bien, l'alternative, ce sont des communautés sur Facebook qui vont assumer ce rôle de régulation. Oui, ce qu'on appelle des notes communautaires, c'est-à-dire que ce sont des réactions des internautes eux-mêmes à ce qui a été écrit qui leur paraît faux. Mais attention, il ne faut pas croire que juste vous voyez quelque chose sur X qui est faux et donc vous répondez, vous mettez ça, c'est faux, etc. Non, ça ne va pas se faire comme ça. Il faut qu'il y ait pas mal de gens qui aient réagi contre le post en question et ensuite, il va y avoir plusieurs heures avant que le contre-post soit mis en ligne. Donc, ce n'est pas du tout aussi efficace, à mon avis, que le fact-checking d'aujourd'hui. Oui, parce que bien sûr, entre-temps, la fausse information ou le contenu haineux peut se propager et peut faire sa petite vie sur ces réseaux sociaux.
Oui, alors les community notes et le fact-checking collaboratif en général, ça peut être efficace quand même. Ça a fait ses preuves. Et la manière dont X l'a mis en place, anciennement Twitter, est pas si stupide que ça, avec des panels d'internautes aux visions un peu différentes. Donc ça marche plutôt bien. Effectivement, comme le disait Christine, le problème c'est vraiment la vitesse d'exécution et comment on casse la viralité de contenus trompeurs, ce qu'arrivaient plutôt bien à faire les fact-checkers professionnels. Alors, ce qui interpelle, c'est que ces changements de règles du jeu, elles ressemblent, on l'a dit, comme deux gouttes d'eau. Vous avez mentionné Twitter, vous avez mentionné X, comme deux gouttes d'eau à la décision d'Elon Musk de réaliser le même changement de cap. C'est Elon Musk qui a influencé Mark Zuckerberg ? Clairement, on a l'impression vraiment que Zuckerberg se rapproche à grande vitesse de Musk. Alors, ce qui est étonnant, c'est que l'été dernier, il y avait des bagarres entre Musk et Zuckerberg qui voulaient faire un combat à main nue, qui rivalisaient de messages virilistes l'un contre l'autre. Et effectivement, ils voulaient se battre, je crois. Ils voulaient se battre dans une cage, un combat de MMA, mais en fait, Musk avait mal au dos, donc il disait oui, d'accord, mais dans quelques mois. En fait, ce qui se passait, c'est que Zuckerberg, donc Meta, venait de lancer Threads, qui était une plateforme sur le modèle de X. Un réseau social. Un réseau social, tout à fait, sur le modèle de X. Et apparemment, Threads fonctionne, mais ça n'a pas du tout porté atteinte à X. Donc, leur animosité réciproque s'est un peu calmée. Mais on a vraiment l'impression que Zuckerberg imite exactement ce que fait Musk. Il est allé dîner avec Donald Trump à Mar-a-Lago. Il a financé, il met $1 million sur l'investiture de Trump. Enfin, on a vraiment le sentiment qu'il imite complètement ce que fait. Et puis aussi, sur sa politique, on n'en a pas parlé en termes de DEI, c'est-à-dire discrimination, égalité et inclusivité, où là, il a annoncé qu'il abandonnait chez Facebook cette politique. Dans son recrutement, c'est ça ? Dans son recrutement notamment, mais même, tout le monde raconte cette anecdote que dans les toilettes des hommes, on enlève les tampons pour les hommes transgenres. Il est en train de revenir en arrière aussi sur cette politique-là, politique qui n'a jamais été mise en place dans les entreprises de Musk. Donc on a l'impression vraiment qu'il y a une convergence de pratiques. Ce changement de cap décidé par Mark Zuckerberg, c'est une forme d'allégeance à Donald Trump ? Ah oui, à 150%. Romain Badoir ? Oui, c'est une forme d'allégeance à Donald Trump. C'est aussi une manière de servir ses intérêts financiers. Ce qui pose problème à Mark Zuckerberg, c'est en ce moment l'accès au marché européen avec la mise en place du Digital Services Act dont on parlait tout à l'heure. Même si le texte est voté et déjà mis en œuvre. Et un deuxième dossier qui est celui de l'IA Act et donc l'accès des grandes firmes américaines au marché européen pour promouvoir leurs services d'intelligence artificielle. Et on sait que ces grandes firmes ne sont pas du tout satisfaites des règlements européens qu'elles trouvent beaucoup trop contraignants. Et on peut imaginer que Zuckerberg voit à travers son ralliement à Trump un moyen d'utiliser le pouvoir de Trump pour peser dans les négociations avec l'Europe pour servir ses intérêts, tout simplement. Et on a vu aussi à quel point la valeur des entreprises de Musk avait explosé. Alors, depuis que Trump est élu, c'est pas directement parce qu'il est copain de Musk que Tesla ou SpaceX, d'un seul coup, ont une valeur supérieure. Mais on imagine bien quand même que Trump va défendre les intérêts de Musk dans ses contrats ou justement à l'export. On peut pas imaginer que Zuckerberg se soit pas un peu dit la même chose et fait le même calcul. Oui, qui se dit ça va me donner un coup de pouce pour mes valorisations. Exactement. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis pas si longtemps ? En 2021, Mark Zuckerberg excluait Donald Trump de Facebook et d'Instagram à la suite de l'invasion du Capitole. Je peux remonter plus loin. En janvier 2017, suite à la signature du décret contre l'immigration par Donald Trump, Mark Zuckerberg, comme les autres patrons de la tech, s'opposait. En 2008, déjà, et c'était intéressant, en faisant ces recherches documentaires, je m'en suis rendu compte, en 2008, déjà, Facebook avait une influence importante sur les élections américaines et Mark Zuckerberg soutenait quasiment ouvertement la candidature de Barack Obama. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? On a l'impression d'un revirement extrêmement brutal. Ça l'est, mais effectivement, il y a deux choses. Il y a quand même eu un désamour avec le camp démocrate qui est lié aux velléités de régulation du camp démocrate, alors qui ne sont pas celles que l'on connaît en Europe, qui sont un peu moins importantes, mais du côté de la justice, du côté de la FTC, donc qui est l'agence de régulation du secteur des télécommunications aux États-Unis, qui avait à sa tête Lina Khan, qui a mené beaucoup de procès antitrust contre les géants du numérique de la Silicon Valley, appelant à leur démantèlement. On sait que Biden, comme Harris, avait des positions pro-régulation des big tech. Donc lui commençait peut-être aussi à en avoir marre de ces tentatives de régulation alors qu'il voulait servir le camp démocrate et il s'est dit qu'il aurait peut-être
raison de soutenir le clan conservateur qui, lui, défend une dérégulation complète du secteur. Justement, en parlant de politique et de diplomatie, est-ce que, de la même façon qu'Elon Musk se met à faire de la politique et de la diplomatie, pas seulement aux États-Unis, mais aussi désormais en Europe, on peut s'attendre à la même chose de la part de Mark Zuckerberg ? Je crois qu'il a quand même toujours été un peu moins politique que Elon Musk. Alors en 2017, quand même, il avait fait, je crois, c'est en 2017, un tour des États-Unis. Il a été dans tous les États et on s'était dit, tiens, Zuckerberg veut essayer de se présenter à l'élection présidentielle. Et en réalité, il avait fait son tour des États-Unis et il était rentré bien sagement. Mais à l'époque, on le prenait pour un démocrate. Donc je crois que c'est moins un politique et plus business qu'Elon Musk quand même. Il a aussi moins d'intérêt à assumer une position diplomatique parce que vous disiez que Facebook est un petit peu en perte de vitesse, mais surtout sur les marchés occidentaux parce que dans les pays du Sud, ça reste quand même le premier réseau social et de très loin. Donc, si Facebook veut poursuivre son expansion, il faut aussi essayer de rester neutre sur la scène diplomatique. Ceci dit, je vous aurais tenu le même discours vis-à-vis de Musk il y a quelques mois, donc je suis moins sûr de mon argument aujourd'hui. Est-ce qu'on est à un moment de bascule ? Ça fait longtemps qu'on dit, qu'on alerte. Et là, je me tourne vers vous, Christine Kerdelan. Les géants de la tech américaine sont plus puissants que des États. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on alerte sur ce point. Ça y est, cette puissance, elle devient concrète politiquement ? Oui, elle devient visible. Elle devient visible. Alors, certaines personnes m'ont dit, mais non, au contraire, ils font allégeance à Trump. Mais Trump, il est là pour 4 ans. Eux, on ne les élit pas tous les 4 ans ou tous les 5 ans. Et on voit bien qu'ils sont là pour imposer leur modèle de société. Donc, ils utilisent Trump aujourd'hui parce que, ils servent leurs intérêts. Ils utiliseront un autre homme politique demain. Mais je pense que le fait qu'ils fassent allégeance, entre guillemets, à Trump ou qu'ils l'utilisent pour servir leurs intérêts ne remet pas du tout en cause le fait qu'ils sont aujourd'hui plus forts que des États. Ouais, il n'y a plus de mystère, le ton est donné. Alors, je pose peut-être une question un peu idiote, mais est-ce qu'il faut fuir les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, l'application WhatsApp ? À quoi vont ressembler nos réseaux qu'on consulte tous les jours et voire plusieurs fois par jour ? À quoi ils vont ressembler sans ce fact-checking, sans cette modération ? Alors, j'ai compris que ce n'est pas encore en France, mais ça pourrait arriver. C'est inquiétant ? Ils vont être encore plus extrémisés. Cette hystérisation du débat qui existe depuis que les réseaux sociaux sont montés en puissance, elle va encore être amplifiée, monter aux extrêmes, monter des populistes. Enfin voilà, les réseaux sociaux vont être encore plus, j'allais dire infréquentables, mais chacun fait ce qu'il veut. Romain Badoir. Pour moi, cette séquence, elle montre aussi que, au-delà de réguler les plateformes, on a besoin de plateformes alternatives, en fait, qui fonctionnent avec d'autres types de principes, des plateformes qui aient des fonctionnements éthiques qui soient à but non lucratif, pourquoi pas avec une gouvernance participative, et pourquoi pas aussi des réseaux sociaux publics. On a des chaînes de télévision publiques, des stations radio publiques, pourquoi on n'aurait pas des infrastructures numériques d'information publiques, alors pas forcément détenues par l'État, mais par des fondations, des centres de recherche, comme ça a été le cas dans le passé pour le web et Internet. Donc il faut qu'on pense à des alternatives aujourd'hui. Blue Sky en est une bonne par rapport à Twitter X. Est-ce qu'on devra chercher des alternatives à Facebook ? C'est pas impossible, oui. Alors, théoriquement, dans le DSA, instauré par l'Union européenne, théoriquement, parmi les punitions, entre guillemets, des plateformes qui ne respectent pas le DSA, il y a certes une amende jusqu'à 6% du chiffre d'affaires, mais il y a aussi la suspension pendant quelques semaines, voire l'interdiction. Donc peut-être qu'un jour, on sera obligé d'interdire Facebook en Europe. Qui sait ? Pour revenir aux États-Unis, est-ce qu'on peut s'attendre au ralliement d'autres géants de la tech, au camp Trump, au camp populiste ou au camp républicain ? Je pense à Jeff Bezos, par exemple, le patron d'Amazon. C'est déjà le cas. On a vu ces jours-ci que Jeff Bezos, lui aussi est en train de faire allégeance. Lui aussi va donner $1 million pour l'investiture de Donald Trump. Il va faire sur Amazon un documentaire sur Melania Trump. Je crois que lui aussi est allé dîner à Mar-a-Lago avec Donald Trump. Voilà, il y a, comme je le disais tout à l'heure, une convergence de tous ces géants de la tech pour faire une espèce de rallye autour de Donald Trump. Donc si on résume, on a répondu à notre question, les géants de la tech à la botte de Donald Trump. Alors, pas tous, mais c'est vrai qu'il y a un tournant conservateur dans la Silicon Valley qui est indéniable. Et je dirais pas à la botte, mais ils l'utilisent tous dans un bel ensemble. On va suivre en tout cas de très près le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et les premiers pas en politique de sa nouvelle garde rapprochée, Elon Musk
en tête. Et puis bien sûr, les prochaines annonces de Mark Zuckerberg, notamment concernant l'Europe. Merci beaucoup Christine Cardellan d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste aux Échos et écrivaine. Votre dernier livre, Ces milliardaires plus forts que les États, c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Et merci Romain Badoir, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication ici à l'université Panthéon-Assas. Et puis merci à vous, auditeurs. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous, mettez des étoiles et des commentaires. C'était Le Temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. Salut et à la semaine prochaine.